Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour aux internautes, bonjour à tous. Alors Nicolas, mettons les pieds en plat. Aujourd'hui, que peut-on dire sur la fameuse actualité française? Je pense qu'on va rester dans la même médiocrité habituelle. Par quoi voudrais-tu commencer? Oh, les suites du budget, hein, il y a encore toujours quelques petites choses à dire. On découvre ou on rétropédale, tout se passe comme d'habitude avec ces questions budgétaires. Hem, Par quoi commencer? Déjà rétropédalage sur le budget des élus, Assemblée nationale, Sénat, Élysée. Alors c'est assez amusant parce que ce sont les mêmes qui avaient demandé, ils l'ont pas sorti, du chapeau, hein, le budget, et l'augmentation budgétaire, le gouvernement, hein, Barnier, et toute la clique. S'ils avaient, annoncé tant de millions et tant d'augmentation, 2,6, 1,5, c'est que ça leur avait été expressément demandé par les services de l'Élysée et j'ose imaginer, qu'au moins, une information aussi, critique avait été, validé, par le directeur de cabinet, Alexis Collère par exemple, ou secrétaire général de l'Élysée, enfin qu'importe, qui, a les, moyens de connaître un peu les conséquences d'avoir non seulement l'oreille du président, mais aussi, pouvoir, prévoir les conséquences d'une augmentation intempestive du budget. Donc il l'avait demandé. Évidemment, on s'imaginait bien que l'information allait ressortir et donc rétropédalage, ils disent: «Nous allons nous aussi faire des efforts». Ah! Quand on sait qu'il y a eu 13% d'augmentation à l'Élysée l'année dernière. Donc on reste sur un budget, assez faramineux parce qu'il devrait y avoir une baisse honnêtement pour l'Élysée. Or ce ne sera pas le cas puisque ces 13% incluaient le faste, si j'ose dire, de la visite d'État, de Charles III et surtout, des JO, Paris 2024. Ce qui d'ailleurs se justifiait pour partie, hein, c'est-à-dire que, De Gaulle était très, très précis sur, ces questions, d'intendance. Il distinguait, il dissociait systématiquement les frais de représentation de ses, besoins personnels. Quand il s'agissait de frais de représentation, en effet, la France, la République française, mettait les petits plats dans les grands et c'était pour le faste et l'image de la France. Donc on ne le on il n'y avait pas d'éléments critiques de Gaulle sur ce sujet. Par contre, quand il s'agissait de sa consommation personnelle, on rappelle que De Gaulle avait, installé son propre compteur décomptant à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il comptait son électricité, il payait son électricité. Il y a des anecdotes absolument remarquables. La dernière en date, c'est évidemment la première en date avec De Gaulle sur l'aspect légendaire, c'est par exemple lorsque, ce fut le dernier Conseil des ministres du gouvernement Reynaud. On annonçait que le gouvernement Reynaud allait donner sa démission. Les chars allemands en 40 étaient aux portes de Paris. Et ils étaient tous réunis pour le déjeuner, tenez-vous bien, c'était quand même déjà les mœurs de cette troisième République finissante, comme aujourd'hui, à la closerie des Lilas. Et tout le monde déjeunait de bon appétit jusqu'à ce que des huissiers leur annoncent l'arrivée des chars à quelques kilomètres des portes de Paris. Tout ce beau monde, telle une volée de moineaux, s'est envolé. Et le seul qui a gardé son sang-froid stoïque et qui est allé payer sa part, c'est De Gaulle. Ça fait partie de la légende du personnage. Donc, vous voyez, il y a ce qui est de l'ordre de l'agrément personnel et ce qui est de l'ordre des frais de la représentation. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que sur les 215, 230 millions là, Macron et Madame et la Première Dame, Monsieur Morel, on est d'accord, rien n'est inscrit dans la Constitution concernant une Première Dame de France. Ça n'existe pas. Ce n'est pas que je suis en train de dire que c'est un Premier Monsieur. Hein, attention, je dis seulement qu'il n'y a pas de Première Dame de France dans la Constitution. C'est comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ces personnes peuvent avoir des secrétaires particuliers, des chauffeurs, et puis un budget qui lui est alloué. Mais c'est anticonstitutionnel, monsieur Fabius. C'est absolument anticonstitutionnel. L'épouse d'un chef de l'État n'a le droit à rien. La seule chose auquel elle avait le droit, encore une fois, l'anecdote vaut d'être contée,
C'est au moment du décès du général de Gaulle, en 70, suite à une rupture d'anévrisme. Il faisait une réussite avant son 20h qu'il écoutait tous les jours. À Colombey-les-Deux-Églises, il s'écroule, il meurt. Et on se rend compte qu'il n'était pas prévu dans le cadre réglementaire de loi organique ou de loi simple permettant de décliner l'aspect constitutionnel, qu'il n'était pas prévu de pension de reversion pour l'épouse d'un ancien chef de l'État. Donc en fait, ça voulait dire que l'ensemble de ce qu'il avait, de la retraite auquel il avait le droit en tant qu'ancien président de la République, ne pouvait pas, une fois son décès, être reversé à Madame de Gaulle. Donc il a fallu que Pompidou, à ce moment-là, fasse voter une loi spécifique parce que la famille aurait pu perdre Colombey-les-Deux-Églises. Ils étaient loin de rouler sur l'or. Il n'y avait pas de compte offshore et c'était pas le genre de la maison d'avoir quelques centaines de millions aux frais. Comme Chirac, par exemple, au Japon. On se rappelle des 200 millions d'euros qui avaient été levés par le Canard enchaîné sur ce sujet. Donc voilà, on distingue les deux, mais il n'y a pas de distinction à l'Élysée. Donc moi, j'aimerais savoir ce qui est de l'ordre des frais personnels, de l'agrément personnel, de ce qui est des frais de représentation pour pouvoir juger de ces 250 millions. Donc voilà pour ce rétropédalage. On espère une commission d'enquête, c'est-à-dire que les commissions financières se transforment, et qu'elles fusionnent d'ailleurs, celles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc pour ça, il faut l'accord des deux présidents, puissent fusionner en une véritable commission d'enquête pour qu'on comprenne comment il a été possible d'arriver à un tel dérapage budgétaire, puisque certains vont jusqu'à 100 milliards. 100 milliards d'euros entre ce qui a été prévu et ce qui a abouti. Comment peut-on avoir un pareil dérapage budgétaire ? Eh bien, pour ça, il faut une commission d'enquête. Il faut évidemment que Monsieur le maire soit entendu, qu'on le ramène manu militari de Suisse, à moins qu'il fasse de la résistance, et qu'il rende des comptes, ce Mozart de la finance. Évidemment, s'il se défausse sur les services de Matignon avec Attal ou sur les services de l'Élysée sur Macron, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il faut qu'il donne son explication, Bruno Le Maire, sur ce sujet. Des idées de taxes, des idées pour faire payer les gens, évidemment, les Français, ça, il ne manque jamais d'idées, nos gouvernants, dans ces cas-là. La dernière en date, c'est peut-être une taxe spécifique sur les pensions de retraite des plus aisés. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'une fois retraité, que vous soyez riche ou pauvre, une furieuse envie d'aller vous faire euthanasier. C'est encore la meilleure solution présentée et proposée, je pense, par le pouvoir en place. Elle arrive, cette loi, c'est une des seules lois ignobles parlementaires qui devrait faire quasiment l'unanimité, même si on attend quand même quelques défections au niveau du RN, c'est-à-dire une loi qui ne devrait pas passer par le 49.3. C'est la loi pour tous nous liquider. On s'en doutait un peu. Absolument, Nicolas. Et alors, une très bonne question d'un de nos spectateurs qui nous demande pourquoi l'opposition ne demande pas un audit directement. Alors, ils le feront dans le cas un audit. Alors, l'opposition, malheureusement, un audit, c'est pas simple. L'audit, c'est le gouvernement qui peut demander un audit. Vous pouvez pas demander un audit comme ça. Puis alors, un audit à qui ? Est-ce qu'on va à nouveau demander à des agences privées ? Il paraît qu'il y a eu des milliards et des milliards qui ont été dépensés encore. Moi, j'aimerais faire un audit sur les deux auditeurs, tiens, déjà, sur ceux qui auditent. C'est-à-dire ces milliards qui sont dépensés pour les cabinets de McKinsey et autres, puisque on n'a pas assez de fonctionnaires, faut croire, ou en tout cas, ils sont pas suffisamment pointus sur certains sujets pour qu'on fasse appel. Souvent, c'est pourtant des énarques, ils ont fait beaucoup d'années d'études après le bac, mais c'est souvent des instituts privés à qui on demande telle ou telle enquête. Mais donc, je pense que c'est par la commission de façon traditionnelle, lorsque la représentation nationale demande des comptes au gouvernement, elle ne passe pas par un audit, ça c'est plutôt l'exécutif, elle passe par la commission d'enquête. Donc il y aura une commission d'enquête plus ou moins élargie. On rappelle que ce soit Coquerel
ou que ce soit de Courson, qui président et vice-président de la commission des finances. On les a vus quand personne ne voulait leur donner les chiffres préparatoires au budget 2025. Ils sont allés à Bercy, ils sont allés à Matignon. Alors, ils n'ont pas toujours obtenu ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, ils ont un certain nombre de pouvoirs d'investigation et surtout un pouvoir de convoquer tel ou tel haut fonctionnaire, tel ou tel ministre pour avoir les informations nécessaires leur permettant de rendre un rapport que l'on souhaite évidemment public pour être au mieux informé de ce qui s'est passé. Et est-ce qu'un rapport public amènera forcément des sanctions, si sanctions devait y avoir, ou en tout cas une action immédiate pour tenter de peut-être équilibrer une situation si un rapport nous indique qu'il y a un déséquilibre ou une manipulation autre, etc. Nicolas, est-ce qu'il peut y avoir un rapport qui peut être fait, mais qui ne mène absolument à rien? Oui, bah Voilà. oui. Comme là, la demande de destitution de Macron, on n'en a déjà plus parlé. Est-ce qu'elle va même seulement être examinée? On c'est pas certain. Les présidents des 2 assemblées peuvent parfaitement botter en touche et ne pas la faire passer en lecture publique. Donc tout est toujours possible. Et puis oui, vous savez bien de toute façon comment ils sont depuis le début, ni responsables ni coupables. J'assume, mais à une époque, à l'époque du sang contaminé, on se rappelle, cet horrible Fabius avait prétendu, et sa ministre de la Santé surtout de l'époque, lui n'avait même rien dit du tout, eh bien qu'elle était responsable mais pas coupable. Alors là, ça, j'avoue que c'était assez, en soi, dans la dégradation de l'esprit public, c'était un grand pas vers le néant actuel. Et donc, aujourd'hui, ils sont ni responsables ni coupables. On le voit bien, de toute façon. Monsieur, ils se sont tirés des lauriers. Rappelez-vous, rappelle-toi, Raphaël, comment Armand a dit qu'il était tellement fier de passer après Bruno Le Maire à Bercy. Tellement c'était un ministre exceptionnel. Donc, il y aura un rapport, oui, il y aura un rapport. Et oui, oui, on dira, oh là là, c'est pas bien, il ne faudra pas recommencer. Puis c'est tout. Ça ira, de toute façon, bien sûr, ça n'ira jamais au-delà. Tout ça, c'est la seule façon de leur faire assumer les conséquences de leurs actes. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution qu'un phénomène de type révolutionnaire permettant l'application par un exécutif fort d'investigation sur ceux qui ont dirigé le pays depuis 20 ou 30 ans. Et là, en effet, on pourrait avoir, mais pour ça, il faut avoir un pouvoir exécutif fort et déterminé à faire entendre la vérité. Et ça peut arriver, mais pas avec les dirigeants actuels, bien évidemment, puisque ce sont les premiers responsables et les premiers coupables. Absolument. Voilà. Nicolas, donc là, nous parlons évidemment du pouvoir politique, mais que peut-on dire sur l'actualité avec malheureusement ce qui concerne la population et peut-être ce qui rentre dans la catégorie là des fameux faits divers qui ne cessent d'exploser et qui deviennent en fait finalement le quotidien de beaucoup de Français. Est-ce qu'il y a une actualité particulière que tu aimerais souligner, Nicolas? L'actualité, c'est ce que j'avais relaté hier de cette jeune femme qui, sur un plateau, avait pris d'effroi. Il y avait entre autres Natacha Polony qui avait été pris d'effroi par rapport à une simple vérité quand elle avait dit: «Mais ça fait 4 ans avec vos larmes de crocodile», enfin elle disait pas larmes de crocodile, mais elle disait: «Ça fait 4 ans que vous êtes dans le commémoratif, dans 10 ans vous allez toujours y être». Et elle avait dit une simple vérité qui avait jeté un froid sur le plateau de la chaîne en continu. On l'avait vu, le caméraman n'avait pas été sympa, il avait montré les visages éberlués. On sentait que là, on n'était plus entre journalistes où les propos sont convenus. Voilà. Donc elle avait d'ailleurs été prestamment morigénée par l'ensemble du plateau, la malheureuse, et elle était revenue à son statut de belle blonde, c'est-à-dire sois belle et tais-toi. Et elle n'avait plus, on ne l'avait plus entendue de l'ensemble de la soirée. Donc tout continue. C'est-à-dire que ça ne change pas. Et c'est toujours les mêmes commentaires convenus. Donc là, vous avez « Ah, ça doit faire froid dans le dos à Madame Hidalgo ». Il y a eu encore une tentative de viol hier ou avant-hier dans le bois de Boulogne. « Ah, j'en ai froid dans le dos » pour Anne Hidalgo. Hidalgo n'aurait pas froid dans le dos de ce qui s'est passé, elle s'en fout. Mais par contre, que ça puisse être récupéré par l'extrême droite, alors ça, oui, ça me fait froid dans le dos. Quelle horreur, rendez-vous compte.
Vous rendez-vous compte? Donc là, voilà. Donc là, ça sera toujours les mêmes remarques. D'un côté, on dira oui, il faut plus de police, il faut exécuter les OQTF plus rapidement. Et puis de l'autre côté, donc non, pas d'amalgame, nous sommes au-dessus de ces récupérations, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a comme en disant c'est toujours les mêmes histoires. Vous avez les incidents des minutes de silence. Ça, c'est pas nouveau. Ça explique pourquoi Madame Je me tais avait fait une minute de silence un peu approximative en disant oh le professeur qu'il fasse ce qu'ils ressentent devoir faire au regard de la classe qu'ils ont en face d'eux. Hein, on rappelle quand même qu'il y a des élèves qui soutenaient l'élève qui C'est avait ce qu'elle a dit directement? giflé. La sensibilité, selon sa sensibilité, chaque professeur faisait appliquer ou non la minute de silence selon sa propre sensibilité. Ah oui, oui, on commence à avoir dans l'éducation nationale une minute de silence à géométrie variable. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, je rajoute, en fait, c'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font face à la classe qu'ils ont. Bien Parce évidemment. qu'une minute de silence qui ne va pas du tout être respectée, bonjour l'autorité. Et c'est arrivé, ils ont relevé un peu plus de 70, et à mon avis, ce sont... on ne sait pas, on ne donne pas le pourcentage de minutes de silence, de respect du minute de silence. Mais en tout cas, vous avez eu de nombreux incidents. Mais c'est à chaque fois la même chose. Vous avez des incidents à chaque fois. C'est pas nouveau. Donc voilà, il y a eu un peu de chahut suite à cette minute de silence. Était-ce vraiment nécessaire? Par ailleurs, ça, on peut se poser la question, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà un peu, tout continue. Mais on peut faire un pêle-mêle aussi de la situation de la France. Il y a des sujets sur lesquels je n'avais pas pu totalement développer hier. Si vous voulez, on peut en parler. Non pas l'AME, Raphaël. Quoique si, l'AME, si. Mais si, il y a de l'info sur l'AME. Que n'ai-je oublié d'en parler, Raphaël? Oui, sur l'AME, donc l'aide médicale de l'État. Finalement, c'est comme le budget de l'Élysée, ils ont décidé de ne pas augmenter. Donc, l'AME, pas d'augmentation. Où avais-je la tête? Vous voyez comme la sensibilité à l'opinion publique, c'est absolument incroyable. Et alors, mais moi, c'est encore une fois fier d'être des amateurs, Macron et toute sa bande. Ils sont quel amateurisme quand même de dérembourser certains médicaments de la Sécu et d'augmenter l'AME pour les sans-papiers, les migrants. Mais comment est-ce que c'est possible d'être aussi amateur et arrogant, évidemment? À mon avis, la cause de l'amateurisme, c'est surtout de l'arrogance. Une arrogance inimaginable. Ce qu'on peut appeler de l'amateurisme, on peut aussi le reconsidérer comme du professionnalisme en termes de destruction et en termes de violence et d'irrespect envers tous les citoyens français. Parce que ce sujet de l'AME, en tout cas, comme tu dis, même si ce n'est pas le sujet que tu voulais développer, reste une honte intégrale, bien évidemment, comme de nombreux sujets qui montrent le deux poids deux mesures. C'est-à-dire, en fait, plus vous financez l'État, plus vous participez activement à l'État et à sa survie aujourd'hui avec vos impôts, et moins vous avez le droit d'exister. C'est absolument exceptionnel. Je pense que là, vous pouvez d'ailleurs peut-être observer, si vous écoutez soit la radio ou même certaines chaînes mainstream, il y a de nombreux extraits là, qui sortent où on a de plus en plus de petits patrons, en fait, des patrons de classe moyenne, des patrons de restaurants ou autres qui s'expriment lors de ces émissions-là pour expliquer qu'ils vont mettre tous la clé sous la porte. Ou alors sinon même, au lieu d'attendre de mettre la clé sous la porte, ils décident de vendre et de partir parce qu'ils ne gagnent plus rien. Même des personnes qui peuvent avoir un chiffre d'affaires extrêmement important, en net ne touchent plus rien. Et j'ai écouté encore hier un témoignage sur une radio concurrente, mais financée par l'État. Il y avait tout simplement un entrepreneur qui expliquait qu'en plus de se faire taxer, c'était pas uniquement ça le problème, même s'il n'avait pas de quoi vivre décemment alors qu'il avait donné toute sa vie pour pouvoir créer son restaurant, pour pouvoir en fait payer tous ses salariés, tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est qu'avec tout ce qui se retrouve à être ponctionné, et bien en fait, ils prennent finalement son héritage qu'ils voudraient transmettre à ses enfants aussi. C'est qu'on taxe et on prend tellement de ressources que vous n'aurez même plus rien à transmettre, mais vous serez heureux. Voilà, encore une fois, c'est bien se passer. Vous n'aurez rien à transmettre, mais vous serez heureux. Donc Nicolas, quel était le point que tu avais oublié de développer hier?
Vous aurez d'autant moins à transmettre qu'avec les nouvelles normes écologiques, pour les logements en F, en G, il ne sera plus possible, de le louer, par exemple, hein. Des héritiers qui voudraient conserver le bien, mais ne pourront pas le louer parce qu'à partir de l'année prochaine, on ne peut plus. Vous avez 1 000 000 de logements, qui étaient destinés aux locatifs, qui vont sortir de ce marché et ça va être une crise terrible. On pensait qu'ils allaient y revenir dessus. Ils ne reviendront pas dessus. C'était ce que disait Philippe Herlin hier dans le Grand Angle. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que je n'ai pas pu développer suffisamment hier? Alors le Doliprane. Le Doliprane, je voulais juste décortiquer la stratégie mise en place par le pouvoir. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ne vont pas revenir, alors qu'ils le pourraient, sur l'acquisition par un fonds américain de cette branche de Sanofi qui est le Doliprane. Alors, qu'on aime ou pas le Doliprane, qu'on en prenne soi-même ou pas, c'est pas le sujet. Certains pourraient dire, mais de toute façon, une cochonnerie pareille, mais c'est pas le sujet. Là, c'est à nouveau un des derniers fleurons français qui va passer à l'étranger. Et ça, on ne va rien y faire. C'est-à-dire que cette vente de la France à la découpe, il y a un rapport qui montre que 140 grandes entreprises qui restaient encore vont être vendues à des intérêts étrangers dans les mois qui viennent. Je ferai une émission en direct vendredi soir entre 19h et 20h30, entre autres avec Laurent Izard, l'auteur de La France à la découpe, ainsi qu'avec Claude Janvier. Il y aura Maître Roland Sanviti, Claude Janvier et Laurent Izard, être un plateau de très haute qualité pour montrer justement la façon dont on a vendu et dont on continue à vendre la France à la découpe. Claude Janvier pourra nous reparler aussi de sa direction de la mondialisation au sein du Quai d'Orsay. Voilà, c'est rendez-vous pris vendredi sur la chaîne principale entre 19h et 20h30. Donc Sujet le qui a Doliprane. été abordé vendredi dernier. En tout cas, si vous voulez avoir quelques bribes d'informations, eh bien, il y a eu sa participation vendredi dernier sur la matinale. Voilà, parce que vous pouvez aussi redécouvrir nos épisodes et les précédentes matinales que l'on a pu faire depuis son lancement, c'est-à-dire au début d'été. Et oui. Tout à fait, tout à fait. Donc la technique du pouvoir est de dire on va garantir l'emploi, on va garantir l'approvisionnement de la France en cas de coup dur. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est leur stratégie habituelle. Donc, mais j'en avais déjà un petit peu parlé hier, à mesure que j'en parle aujourd'hui finalement. Les vitraux de Notre-Dame, on en parlait encore hier avec Jean-Claude Pascal. Je rappelle aussi tous les jours à 12h30 sur la chaîne principale, un épisode, soit sur la santé avec Corinne Lalo, l'Odyssée des cathédrales le mardi avec Jean-Claude Pascal. Ce midi, nous allons continuer l'histoire de France avec les rois de France. Et le jeudi, la spiritualité et l'ésotérisme avec Marie-Pascale Rémy, je le rappelle aussi. Donc les vitraux, on va en savoir un peu plus. Je rappelle que ce sera le jour de l'Immaculée, ou en fait l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le 8 décembre. C'est pas le fait du hasard. Ne croyez pas que ce soit le fait du hasard. La réouverture de Notre-Dame, sur lequel Macron fait des pieds et des mains pour tenir un discours, mais Ulrich, l'archevêque de Paris, cède absolument tout à Macron, jusqu'à ces fameux vitraux sur le couloir de la Pentecôte. Qui sera donc ce couloir, cette allée, pardon, c'est pas un couloir, cette allée de la Pentecôte au sein de Notre-Dame. C'est sur ces vitraux qui sont des grisailles de l'époque de Viollet-le-Duc. Ils vont être remplacés malgré le fait qu'ils n'ont pas été détruits par le feu. Que ce feu soit de la termite ou non, il y a énormément de questionnements évidemment sur les origines du feu de Notre-Dame de Paris. Mais donc voilà, ce sera des vitraux modernes dont nos amis du Salon Beige nous alertent sur le fait que l'ensemble des artistes chrétiens ont été rejetés par la commission d'appel d'offres. C'est-à-dire que vous n'aurez que des artistes modernes, non chrétiens, voire anti-chrétiens, qui seront distingués avec la confection de ces nouveaux vitraux. Bravo! Bravo, bravo. Mais on va y revenir. On reviendra sur l'autel, le damier en blanc et noir. On reviendra sur tout ça au fil du temps. Et croyez-moi, on ne va pas les louper dans cette affaire.
Pour terminer peut-être le chapitre national, nous pourrions parler, alors évidemment ça va faire hurler certains, comment parler de ça, tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout, mais quand même. Les problèmes de Kylian Mbappé raisonnablement soupçonné, dit la justice, c'est une appellation de la justice suédoise, de viol. Donc il faut savoir que le clan, parce que c'est toujours le clan qui répond. Le football est non seulement une dégradation de l'esprit public, c'est une barbarie à visage humain et c'est une sauvagerie. C'est-à-dire que tous ces joueurs de foot multimillionnaires et voire milliardaires ont des clans rapaces, des clans qui essaient de prendre le maximum et ne pas briser la poule aux œufs d'or. Parce que vraiment, ces joueurs de foot, c'est pour des clans, pour des familles entières, cousins compris, de véritables poules aux œufs d'or. Et donc là, la poule aux œufs d'or Mbappé, on s'est rendu compte qu'ils étaient d'une rapacité peu commune, puisque malgré des accords oraux, ils réclament leur dû jusqu'au dernier centime et encore 50 millions d'euros de primes. C'est d'une indécence sans nom. Mais voilà, c'est la mentalité. Et donc, en même temps qu'ils réclament cet argent, on dit « Ah, c'est un coup monté du Qatar, du PSG, contre le malheureux Kylian Mbappé. » Petit ange de Mbappé. C'est-à-dire toujours, chez ces gens-là, une culture de l'excuse, moi, qui me sidère. On verra. La justice suédoise est une justice indépendante. Elle est libre, certainement plus qu'en France. Et donc, s'il y a quelque chose à reprocher à cette star mondiale du football, qui joue aujourd'hui au Real de Madrid, eh bien, ce sera intéressant de le voir. Ce sera intéressant de le voir rien que par cet aspect-là, ce côté, ces gens-là, en plus, protégés d'Emmanuel Macron. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.